À la une de l'actualité, un conseil des ministres s'est tenu ce jeudi au palais présidentiel. Des projets de loi et décrets ont été adoptés. Des détails dans ce journal. Le premier congrès sur l'huile de palme, ouvert il y a 3 jours, a refermé ses portes aujourd'hui à Abidjan. Une déclaration signée par 7 pays africains a sanctionné les travaux. Au Mali, le président par intérim Dioncounda Traoré a refusé mercredi de signer l'accord proposé par les médiateurs en vue d'un cessez-le-feu entre l'armée régulière et les rebelles Touaregs basés à Kidal. Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1 pour vous informer. Commençons ce journal par le Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi au palais présidentiel. Plusieurs projets de loi et décrets ont été adoptés par le Conseil. Viviane Haïm. 1 heure, c'est le temps relativement court qu'a duré le Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi matin au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Conseil a tout de même examiné et adopté plusieurs projets de loi et décrets. À ce titre, un nouveau délai de 10 ans vient d'être accordé aux propriétaires de terres rurales pour l'établissement de titres de propriété. Par ailleurs, le gouvernement va entreprendre une large sensibilisation pour alerter la population sur les dangers liés à la consommation des poissons morts abondamment ces jours-ci dans la lagune du côté de Dabou-Jacquesville. Des enquêtes ont été faites qui ont permis plus ou moins d'expliquer la nature de ce phénomène, mais ce qui est important, c'est les actions qui sont menées, les actions de sensibilisation vers les populations surtout, en insistant sur le caractère toxique des poissons qui malheureusement sont morts dans ces conditions et par la suite ont été mis sur le marché. Donc bien insister auprès des populations sur le fait que ces poissons sont dangereux pour la consommation humaine. Évidemment, tous les stocks qui sont saisis vont être détruits. Et d'autres mesures sont prises pour analyser plus en profondeur donc, les causes de ce phénomène. Dans l'intervalle, la pêche est suspendue dans les zones concernées. Une surveillance sera faite par les services de police et de gendarmerie. Et évidemment, une évaluation sera faite par le gouvernement sur l'impact de ce phénomène, premièrement, et de l'arrêt de l'activité de pêche sur les communautés qui sont concernées. Sur les rumeurs infondées de rafles qui seraient opérées ces jours-ci par la police dans la ville d'Abidjan, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que des enquêtes sont menées actuellement pour identifier les auteurs de telles rumeurs qui visent à créer un climat de peur au sein de la population. Et justement, ces rumeurs de rafles comme une traînée de poudre ont envahi tout le pays, une situation qui met en mal la sécurité des Ivoiriens. Alors la police nationale est montée au créneau pour démentir ces fausses informations. Les Ivoiriens réagissent. Plateau d'Okuy, dans la commune de Cocody. Ici, l'on se souvient encore de la nuit du mardi 11 juin au mercredi 12 juin 2013. Ils envoyaient des messages soit disant que il y avait couvre-feu à 22h. Ils allaient rafler tout le monde à 22h. Pièce ou pas pièce. On te prend. Ça nous pénalise parce que quand c'est comme ça, les clients ils rentrent, rien ne marche et les enfants souffrent. C'est obligé de dire à nos clients d'entrer à la maison pour éviter d'avoir des problèmes, quoi. Donc on a fermé à 21h30 ici au niveau de la poste. Ça nous a empêché même d'avoir notre recette. Donc, si ça continue comme ça, c'est pas bon. On a vécu des situations déjà très difficiles et avec cette psychose-là, l'Ivoirien même chez lui, il a peur. Arrêtez de divulguer ces fausses rumeurs. Le directeur général de la police nationale rassure. Il invite les populations à collaborer et à vaquer librement à leurs occupations. Il y a 3 numéros qui sont mis à disposition. Il y a le 110, le 111 et le 170. Si d'aventure, vous voyez quelqu'un qui pose des actes de ce genre, appelez à ces numéros-là. Je rassure pour dire que la rumeur, elle est fausse. Nous n'avons pas initié des opérations sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Tous ceux qui font des messages dans ce sens, si on les interpelle, ils seront mis à la disposition du procureur de la République pour que le droit soit dit. L'identification des numéros téléphoniques
devrait permettre à la police nationale de remonter aux sources des SMS qui créent la psychose au sein des populations. Bientôt une charte d'éthique et de déontologie militaire pour l'armée ivoirienne. Un atelier de validation du projet s'est ouvert ce matin en présence du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. Léon Brou. C'est par un arrêté ministériel en date du 24 décembre 2012, selon le général de division Mathias Doué, président du comité scientifique, que le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a créé et organisé le groupe de travail chargé de proposer une charte d'éthique et un code de déontologie du militaire. Le but visé étant d'instaurer un nouvel état d'esprit dans les armées. Le président du comité d'organisation, le général de division Tani Ewieni, a indiqué qu'au travers de ce projet, il s'agit de traiter la dimension humaine de la reconstruction de l'outil de défense de la Côte d'Ivoire en façonnant le militaire nouveau. Le général Tani s'est réjoui de ce que les anciens officiers généraux aient été associés à l'élaboration de ce projet de test par le ministre en charge de la Défense. En saluant les membres des différents organes du groupe de travail pour la qualité du travail abattu en moins de 6 mois, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné le sens de ces assises. Les crises successives vécues par la Côte d'Ivoire ont fini par fragiliser l'armée. Il ne se passe de jour sans que nous soyons alertés ou que nous soient rapportés des comportements déviants de militaires. Devant ce tableau, le président de la République a donc demandé qu'il soit préparé et élaboré un code d'éthique et de déontologie, dont l'objectif essentiel est d'inculquer aux militaires l'esprit de discipline, l'esprit républicain. Il est bon de noter que c'est la toute première fois qu'une charte d'éthique et un code de déontologie sont élaborés dans l'histoire militaire de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite sénégalais par le président Macky Sall. Le président de l'Assemblée nationale était à Dakar, au Sénégal, dans le cadre de la coopération parlementaire sous-régionale. Victorine Yaoyoboué. Guillaume Kigbafori Soro fait Grand Croix dans l'ordre du mérite sénégalais. Distinction reçue des mains du président de la République sénégalaise, Macky Sall. Le dernier à avoir reçu cette médaille est le président de l'Assemblée nationale de France, Claude Bartolone, à Paris. Cette distinction du président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, vient une fois de plus montrer les liens d'amitié entre son pays et le Sénégal. C'est la toute première fois qu'en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire, je suis ainsi décoré. Et vous comprendrez que je sois encore ému de cette grande marque d'amitié, de cette grande marque de fraternité qu'on me témoigne ainsi. Donc je n'ai pas de mots pour remercier le président Macky Sall, que je tiens à préciser que je l'ai connu depuis bien longtemps, quand nous étions dans des fonctions antérieures. Et j'ai retrouvé un homme d'État, un grand homme d'État, avec beaucoup de simplicité, d'humilité. Et je suis impressionné par cette audience qu'il nous a accordée. Le président Moustapha Niasse et moi-même avons fait le point des travaux que nos deux institutions ont eu à réaliser. Non seulement le président s'en est fortement réjoui, il nous a encouragés à maintenir ce type de rencontre entre les deux institutions et il a adhéré pleinement à la convention de coopération que le président Moustapha Niasse et moi-même allons signer. Il a demandé que nous fassions en sorte qu'en Côte d'Ivoire, la paix continue d'être une réalité. Il nous a encouragés et exhortés à aller dans le sens de la réconciliation entre toutes les filles et fils de ce pays. Cette visite officielle des parlementaires de Côte d'Ivoire au Sénégal marque assurément une nouvelle ère de coopération entre ces deux pays de l'espace UEMOA.
Des opérateurs économiques du secteur des banques basées en Afrique du Sud veulent investir en Côte d'Ivoire. Ils l'ont signifié au Premier ministre Daneka Blanduncan au cours d'une audience à la primature. Léon Bro. Le groupe HSBC intéressé par l'Afrique francophone. Sa première destination, la Côte d'Ivoire, pour la place stratégique de ce pays dans la sous-région. La délégation de ce groupe de banques l'a exprimé au Premier ministre Daneka Blanduncan ce matin lors de l'audience pour examiner les offres d'investissement de la multinationale en Côte d'Ivoire. Nous avons discuté de plusieurs projets d'infrastructure, les routes, les chemins de fer, l'énergie principalement. Nous allons revenir vers lui avec certaines propositions. Premier groupe mondial de banques, le groupe HSBC est présent en Afrique subsaharienne depuis plusieurs années avec une participation chiffrée à des centaines de milliards de francs CFA. Sa représentation est basée en Afrique du Sud. Fin ce jeudi à Abidjan du premier congrès africain sur le palmier à huile. Le congrès s'est notamment penché sur les questions de financement, le droit foncier et la certification dans la filière. Une déclaration signée par 7 pays africains a sanctionné les travaux. Les temps forts de cette rencontre avec Noël Gnagno. C'est fini. Le premier congrès sur le palmier à huile a clos ses portes. 400 participants ressortissant de 26 pays de 4 continents se sont solidarisés 3 jours durant sur toutes les problématiques de l'huile de palme. Acte majeur de cette rencontre, la déclaration d'Abidjan. Elle est paraphée pour ce départ par 7 pays d'Afrique à travers leurs ministres ou les représentants de ministres. L'Indonésie, premier pays producteur, l'AIPH, Association ivoirienne des planteurs de palmiers à huile, sont également signataires de cette déclaration d'Abidjan. Leur préoccupation, capitaliser les acquis, poser les fondements d'une plateforme de mutualisation des efforts, tout cela parce que le palmier à huile, son huile, ont une importance socio-économique et une vertu. Grâce aux variétés à haut rendement, le palmier à huile peut se développer sur des jachères, évitant ainsi la destruction des forêts primaires. En outre, sa culture est moins exigeante en produits agrochimiques. Sur le plan social, la culture du palmier à huile est pourvoyeuse d'emplois stables et constitue une source de revenus réguliers pour le producteur. Quant à l'huile de palme, elle présente de nombreux avantages. Elle n'est pas nocive pour la santé, mais contient plutôt de façon naturelle des protéines précurseurs de certaines vitamines. Son utilisation variée dans nos habitudes culinaires comme ingrédient d'une multitude de produits agroalimentaires en fait un produit qui contribue à assurer la sécurité alimentaire. En décembre prochain se tiendra à Yamoussoukro le premier congrès constitutif de l'Alliance pour le palmier à huile. D'ici à là, le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire va assurer le parrainage politique. Guy-Alain Gauze, la présidence du groupe de liaison stratégique, quand le secrétariat de ce groupe est l'affaire de l'AIPH, Association ivoirienne des planteurs de palmiers à huile. Restons avec Noël Gnagno. Il a recueilli les avis de quelques participants après la cérémonie de clôture du congrès qui a eu lieu hier au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Le premier, c'est un enseignement politique. Il était temps que l'Afrique, qui partage le bénéfice de cette culture, le palmier à huile avec l'Amérique latine et l'Asie, se prenne en charge pour le destin de cette culture. La deuxième chose qui est importante pour moi, c'est la connaissance. Vous savez, on peut avoir quelque chose, mais ne pas être capable de connaître cette chose de fond en comble. Et je pense que les exposés que nous avons eus au plan technique, au plan scientifique, y compris l'impact environnemental, sanitaire et autres, sont des choses qui, pour nous les politiques, participent d'une prise en compte de tous ces aspects pour mieux bâtir les politiques. Et troisièmement, je pense que dans un monde aussi concurrentiel que le nôtre, nous avons besoin d'un espace d'échange pour qu'il soit possible à partir de maintenant de donner une direction pour la prise en compte du grand potentiel, mais aussi de notre capacité d'entente au moment où l'Afrique est en train de quitter le statut de problème du monde pour devenir le centre de la productivité mondiale. Nous allons signer des accords. Il y aura des institutions qui vont prendre en compte
tous les problèmes liés au palmier, de la pépinière à la récolte, même la commercialisation. Donc c'est vraiment, ça vient renouer les Africains, parce qu'il faut se donner la main pour ne pas donner raison aux gens qui dénigrent l'huile. Demain, vendredi 14 juin, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du don de sang. Cette édition 2013 a pour thème le don de sang, un cadeau qui sauve des vies. La journée a pour but de sensibiliser aux besoins en sang de bonne qualité pour la transfusion. Le gouvernement ivoirien a saisi cette occasion pour rendre hommage aux donneurs de sang. Delphine Black. Pour manque de sang, Kaoka a perdu la vie. Sylviano, lui, est en quête de sang depuis plusieurs jours. Le sang, un liquide précieux, rare, et pourtant un cadeau de sang sauve des vies. Cette journée internationale autour du thème « Le don de sang, un cadeau qui sauve des vies », elle est également une opportunité pour rendre hommage à des millions de donneurs bénévoles et sensibiliser l'ensemble des populations à développer la culture du don de sang. La Côte d'Ivoire, grâce à des efforts conjugués avec des organisations nationales et internationales, enregistre d'importants progrès dans la fourniture et la sécurisation du sang. De 20 000 poches de sang en 1990, le pays est passé à plus de 120 000 fin 2012. Mais les défis à relever restent encore importants. Les exigences et standards de l'OMS font obligation pour une autosuffisance en sang de prélever au moins 1% de la population. Le gouvernement s'engage à ouvrir dans les mois à venir, en plus de la vingtaine de centres et d'antennes qui existent déjà, 5 nouvelles antennes de Centre national de transfusion sanguine à Bandoukou, Odiéné, Séguéla, Daoukro et Guiglo. Un site de prélèvement situé à Port-Boué et un laboratoire au centre de transfusion sanguine de Yamoussoukro. Des dispositions sont également envisagées afin de faciliter la lutte contre le phénomène de trafic du sang qui expose nos concitoyens à des risques sanitaires graves. Le trafic de sang, un phénomène à l'origine de plusieurs décès. Le souhait des populations qui ignorent le circuit du sang depuis la prise jusqu'à la vente est de disposer de ce liquide précieux en tout temps et en tout lieu. Elle s'interroge. Pourquoi le sang coûte cher dans les cliniques quand il est donné gratuitement? Le 29 juin prochain, les travaux de construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville vont démarrer. Coût des travaux 6 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par les responsables de la fondation Children of Africa. Francis Boifo. Sur ce site sera construit l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Les bâtiments de l'établissement sanitaire vont occuper 11 500 mètres carrés sur les 30 000 gracieusement offerts par les populations de Bingerville. La directrice de la fondation Children of Africa Côte d'Ivoire annonce le début des travaux pour le 29 juin 2013. Nadine Sangaré ajoute que 70% des 6 milliards de francs CFA recherchés pour le financement des travaux ont été mobilisés. 70% des ressources, donc 4 milliards 200. Donc il nous reste 1 milliard 800 à mobiliser. Nous avons des promesses de dons. La construction des bâtiments terminée, d'autres fonds seront mobilisés pour les équiper. Les responsables de la fondation Children of Africa ambitionnent de faire de l'hôpital mère-enfant de Bingerville une référence dans la sous-région. Vous aurez toutes les activités de pédiatrie, telles la dermatologie, l'ophtalmologie, l'ORL que vous aurez. Mais on a dit qu'il y aura une unité de cardiologie pédiatrique qui permettra de prendre en charge les interventions chirurgicales jusque-là conduites en grande partie à l'extérieur du pays. Et vous aurez aussi la gynécologie et l'obstétrique dans toutes leurs composantes.
Mais ici, la spécialité, c'est qu'on est en train d'initier l'assistante médicale à la procréation. C'est une médecine de pointe qu'on veut mettre en place à ce niveau. Et pour les enfants, toujours, les enfants et les personnes adultes qui souffrent de pathologies hématologiques telles la drépanocytose, nous aurons une unité thérapeutique transfusionnelle avec l'appui du Centre national de transfusion sanguine. La spécificité de cet hôpital sera bâtie autour de la qualité de la prestation, sur un plateau technique vraiment ultra moderne. Le projet de construction de l'hôpital mère-enfant de Bergerville a été initié en 2012 par la première dame, Madame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa. À travers ce projet, la première dame entend montrer tout l'intérêt qu'elle accorde à la santé des populations et aux actions sociales, surtout qu'il est prévu la prise en charge des patients indigents par l'établissement sanitaire. Le mardi prochain débutent les épreuves orales du baccalauréat pour les élèves des classes de terminale. Comment ces candidats se préparent-ils? Sont-ils prêts? Les réponses avec Christine Ménan et Marie Longoran. Après le CPE et le BPC, ils sont plus de 200 000 candidats à affronter les épreuves du baccalauréat la semaine prochaine. Les programmes sont achevés et pour être admis, chacun se prépare à sa manière. On bosse 24 heures sur 24, on se remonte avec du café ou autre excitant pour mémoriser au maximum. Certains, plus sereins, profitent des derniers jours pour réviser simplement. Il y en a qui préfèrent réviser seuls. Question de concentration, disent-ils. Je préfère de temps en temps bosser seul parce que souvent il faut être seul pour améliorer, pour essayer de voir certaines connaissances que vous avez vues ensemble en groupe. Donc souvent, j'essaie de bosser seul pour voir si ce qu'on a fait ensemble, ça marche ou pas. Quand une partie a la chance d'avoir des cours de soutien ou un répétiteur à domicile, certains font face à des difficultés dans la préparation de leurs examens. Travailler à la maison, c'est un peu étrange chez moi parce que j'ai mes neveux qui sont là, souvent ils font des bruits. C'est pourquoi je rejoins mes amis, aller essayer d'échanger avec eux, on échange des idées, et voilà. Enfin, on retrouve des bonnes choses. L'examen de fin d'année, dit-on, se prépare dès la rentrée scolaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Concernant les examens, il y a certains élèves qui sont consciencieux. Dès le début d'année, ils approchent le professeur pour avoir un meilleur encadrement. Par contre, il y a d'autres qui attendent toujours au dernier moment. Quand ils sentent que l'examen approche, c'est maintenant qu'ils se mettent au travail. Et ce faisant, ils font ce qu'on appelle communément le décapi. Et avant même que l'examen arrive, certains tombent malades, ce qui est vraiment déploré. Donc, ce faisant, nous qui sommes les professeurs, on leur donne des conseils, jusque le décapi n'est pas recommandé, qu'ils doivent vraiment savoir étudier pour ne pas avoir des problèmes juste à l'approche de l'examen. Les élèves du BEPC entament les épreuves ce 11 juin avant le baccalauréat général le 18 juin. Les résultats sont attendus pour le BEPC le 1er juillet et le bac le 15 du même mois. En mot de politique, l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, a organisé un séminaire au cours duquel le secrétaire général par intérim, Albert Flindé, a appelé les militants à se mobiliser autour des projets du parti. Doigt de laser. Le parti Arc-en-Ciel, UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, est en séminaire ce jeudi 13 juin 2013. Les membres des organes du secrétariat général sont réunis en vue d'élaborer un programme d'activité et préparer les échéances électorales à venir. Selon Albert Flindé, secrétaire général par intérim de l'UDPCI, l'heure est à la mobilisation pour la victoire du parti en 2015. Nonobstant tous les engagements, nonobstant toutes les alliances, en tant que parti politique, notre objectif reste le même. Mettre les militantes et les militants de l'UDPCI en ordre de bataille pour toutes les échéances de 2015, 2016, 2017. Nous sommes une organisation politique et une organisation politique vise la prise du pouvoir d'État pour l'exercer. Aux élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire, l'Union pour la démocratie et la paix, UDPCI, avait obtenu 3% du suffrage des Ivoiriens. La présidentielle de 2015 reste donc un défi à relever pour le parti UDPCI. L'ex-président sud-africain Nelson Mandela, hospitalisé depuis 5 jours pour une nouvelle infection pulmonaire, réagit mieux au traitement qu'il reçoit, a annoncé mercredi le président Jacob Zuma devant le Parlement.
Et cette indication positive sur la santé de Nelson Mandela a été confirmée par l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, interrogé sur l'état de santé de Mandela. We depend on the information that we receive. À ce jour, nous nous en tenons à la déclaration que le président de la République, le président Jacob Zuma, a faite face à l'Assemblée nationale pour informer l'opinion sud-africaine et tout le monde de l'état de santé de l'ancien président Nelson Mandela. Et selon notre président, l'ancien président, c'est vrai, est dans un état très sérieux, mais stable, et qu'il a commencé à répondre favorablement au traitement qui lui est administré. La situation dans laquelle se trouve l'ancien président Nelson Mandela est une situation qu'il a connue, qu'il a vécue et qu'il a surmontée dans le temps. Et donc, nous sommes convaincus qu'il va pouvoir s'en sortir encore une fois. Au Mali, toujours pas d'accord entre les autorités maliennes et le front armé de Kidal. Le président malien par intérim a refusé mercredi de signer l'accord proposé par les médiateurs en vue d'un cessez-le-feu entre l'armée régulière et les rebelles Touaregs. Les médiateurs qui ont quitté mercredi Ouagadougou au Burkina Faso où se déroulent les négociations pour la capitale malienne Bamako ne sont pas parvenus à convaincre le président Dioncounda Traoré. Toute la journée d'hier, une forte délégation venue spécialement de Ouagadougou a tenté de rallier le président Dioncounda Traoré au compromis conclu avec les rebelles Touaregs qui occupent la ville de Kidal. Côté malien, les négociations bloquent sur le désarmement des rebelles du MNLA. Ils acceptent volontiers le principe d'être cantonnés dans leur fief de Kidal, mais refusent catégoriquement de se séparer de leurs armes, tant qu'un accord définitif n'aura pas été conclu avec le futur président élu. Inacceptable pour Bamako, qui exige un désarmement total et sans condition. Nous avons écouté le président, le gouvernement. Nous connaissons les positions de l'autre parti. Et sur base de ça, nous pensons qu'il est possible d'avancer et nous allons avancer. Avec le Premier ministre malien, il a été question d'un autre point de blocage de ces négociations. La question des mandats d'arrêt lancés par la justice malienne contre des chefs du MNLA. Les rebelles Touaregs en réclament la levée. Bamako estime que cela reviendrait à cautionner l'impunité. Nous allons continuer les négociations à Ouagadougou et nous avons bon espoir que dans les prochains jours, nous arriverons à un accord. Si les blocages sont levés, l'accord pourrait donc être paraphé dans quelques jours à Ouagadougou, sous les auspices du président Blaise Compaoré. Et puis en Syrie, en bref, 93 000 personnes auraient été tuées depuis le début de la guerre en mars 2011 dans le pays. La Maison-Blanche estime que le régime syrien a utilisé des armes chimiques dans les combats. Aujourd'hui, au cours d'une conférence de presse, plus d'une centaine de personnes ont été tuées par de telles armes. La Maison-Blanche précise que cette information change l'équation pour le président Barack Obama. Washington va augmenter son aide aux rebelles. Et puis, cette information concernant la star du FC Barcelone, en croire la presse espagnole, ce mercredi, Lionel Messi se serait rendu coupable de fraude fiscale en oubliant de déclarer près de 13 millions d'euros de revenus. Le fixe espagnol reproche ainsi à Messi d'avoir monté un système complexe afin de le tromper et de dissimuler ses revenus. Si l'accusation venait à être confirmée, ce type d'infraction est passible de 2 à 6 ans de prison selon la justice espagnole. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.